On parle beaucoup d'ingérence russe, on parle beaucoup d'ingérence américaine. Peut-on parler de l'ingérence algérienne? On va se poser la question avec vous, Charlotte Dornelas. D'abord, Emmanuel Macron a honoré ce matin la mémoire des victimes du terrorisme et l'attentat de Mulhouse a évidemment été cité, attirant à nouveau l'attention sur le régime algérien. D'abord, qu'en est-il aujourd'hui? Le point. Vous avez raison et je reprends votre phrase. Est-ce qu'il est possible de nommer l'ingérence algérienne en parallèle d'autres qui peuvent exister dans le même temps, hein. Et en réalité, tout le monde la nomme, mais personne n'a l'air de la prendre au sérieux, puisqu'elle est nommée et on va voir comment, mais sans que le mot soit utilisé. Alors ce matin, vous le disiez, Emmanuel Macron était à Strasbourg et il rendait hommage dans une journée européenne, hein, puisque la date a été choisie en raison du plus gros attentat, du plus meurtrier en tout cas, qui était celui de Madrid en 2004. Et il dit: Mulhouse a rejoint un douloureux cortège des villes frappées par le terrorisme. Et il nous dit également, si 9 attentats ont été déjoués en 2024, la menace rôde toujours, la menace islamiste, donc rôde toujours. Et à ses côtés, on avait la présidente du Parlement européen qui, elle, nous a dit: nous travaillons avec nos États membres et nos partenaires dans le monde entier pour combattre la radicalisation, anticiper la menace terroriste, prévenir les attaques et protéger nos citoyens. Simplement, la prévention, c'est-à-dire détecter un éventuel attentat qui serait en train d'être mis en place et le déjouer, c'est absolument nécessaire. Et heureusement que nos forces de sécurité le font. Mais simplement, vous savez, il y a des décisions qui peuvent être prises encore plus en amont du risque d'attentat imminent. Et en l'occurrence, même si le dossier ne résume évidemment pas la menace, le dernier attentat de Mulhouse a été commis par un Algérien qui était identifié, connu, condamné et expulsable. Or, nous pouvons nous battre sur de nombreux sujets, notamment la politique à mettre en place, mais il est factuel de reconnaître que cet enjeu relève, en l'occurrence, de la menace existentielle à 2 titres différents, puisque c'est également un mot qui est beaucoup utilisé. D'abord, c'est une menace existentielle à titre individuel, évidemment, pour les Français ou leurs hôtes qui sont directement assassinés par l'islamisme dans notre pays. C'est évidemment le cas à Mulhouse et ça a été le cas précédemment. C'est, je pense, factuellement une menace existentielle pour ces victimes. Et collectivement, le terrorisme islamiste est évidemment une menace potentiellement existentielle, mais indépendamment du terrorisme, puisque l'entourage d'Emmanuel Macron affirmait ces derniers jours, et je note que l'Élysée est capable de faire certains démentis, là il n'en avait pas fait à ce moment-là, que le président refuse le bras de fer avec l'Algérie sur l'accord de 68 en raison d'un risque plus grand que le désordre généré par le comportement algérien, c'est-à-dire une mobilisation violente de la diaspora algérienne en France. C'est ce que j'appelle un risque potentiellement existentiel collectif. Si nous ne sommes plus capables de prendre des décisions de manière souveraine en raison d'une menace sur notre sol qui pourrait être déclenchée par un gouvernement étranger, c'est littéralement une ingérence et potentiellement une menace. Et sur ces 2 points, Emmanuel Macron lui-même semble donc avoir identifié la menace. D'abord sur le plan individuel, puisqu'il expliquait que l'Algérie devait reprendre les ressortissants dangereux. Ensuite sur la menace collective, puisque ça l'empêche, en l'occurrence, de prendre une décision. Mais il refuse l'action qui est voulue, 1, par une majorité de Français, mais 2, par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il est donc normal que certains s'en préoccupent et lui fassent remarquer cette distorsion, on va dire, entre ce qu'il reconnaît comme une menace et l'absence de réaction. Ces derniers jours, plusieurs ressortissants algériens ont été refusés par l'Algérie, en effet. Comment expliquer ce comportement sur la durée? Alors c'est vrai que tout le monde a arrêté de suivre parce qu'on s'y est habitué comme le reste, hein, mais on a eu des refus le 5, le 6, le 7 et hier encore, c'est-à-dire le 10 mars. Donc à chaque fois, il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui ont été condamnées, qui ont été placées en centre de rétention administrative, donc sur décision administrative. On organise pour eux une escorte pour aller jusqu'en Algérie. On arrive en Algérie, l'Algérie refuse, il faut réembarquer dans l'avion avec la même escorte, revenir à Paris, tout ça est d'abord chronophage pour beaucoup de gens qui auraient autre chose à faire éventuellement, extrêmement coûteux pour le contribuable français et humiliant évidemment pour la France entièrement. Et chaque fois, c'est la même histoire. Ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont été condamnées, ont toutes été condamnées, mais pour la plupart judiciairement interdites de territoire, ce qui est encore plus fort que la décision administrative de l'obligation de quitter le territoire français, et en possession de leur passeport. Parce que vu l'ambiance,
Tout le monde a bien compris que l'Algérie ne donnait pas les laissez-passer consulaires. Donc j'imagine que les préfectures mettent en haut de la liste de la faisabilité les Algériens qui détiennent un passeport algérien et qui n'ont donc pas besoin de laissez-passer consulaires. Quand vous avez les papiers en règle de votre pays, vous pouvez rentrer dans votre pays. C'est la base, évidemment, du droit. Et il prétexte, le gouvernement algérien, systématiquement des choses différentes et parfois un peu rocambolesques. Alors, une fois, c'est l'attente du procès. Vous vous souvenez, le premier nous avait dit, non, mais il faut qu'il reste en France, quand même, il faut qu'il puisse se défendre à son procès. Bon, quand le procès a eu lieu, c'est parce qu'en fait, il faudrait un laissez-passer consulaire imaginaire, parce qu'il est évidemment pas nécessaire. On a Air Algérie, la compagnie aérienne, qui a décidé que les Algériens ne pourraient plus monter dans son avion s'ils n'avaient pas eux-mêmes le laissez-passer consulaire. On ne sait pas très bien ce qu'ils viennent faire dans cette affaire. Une autre fois, c'est l'interdiction imaginaire du territoire décidé à l'aéroport. Vous vous souvenez, il y en a un autre, l'Algérie a dit non, il est interdit de territoire. Mais le lendemain, c'était parce qu'en fait, il avait un procès. Donc vous voyez bien que quelle que soit la raison pour laquelle c'est fait, le but, c'est simplement de le faire. Or, non seulement Emmanuel Macron lui-même a expliqué que ces profils devaient être repris par l'Algérie, et Bruno Retailleau a affirmé, vous savez, quand François Bayrou a annoncé qu'il mettait en place les prémices d'un futur bras de fer à venir dans les 6 semaines, Bruno Retailleau a dit dans la foulée que la liste en question comprenait des individus dangereux, je cite, parce qu'ils ont commis des troubles à l'ordre public ou parce qu'ils figurent dans notre fichier des radicalisés pour terrorisme. On ne parle donc pas directement ici de la question du séjour ou de l'immigration des Algériens, mais bien de profils dangereux et identifiés comme tels. Et les acteurs concernés par toutes ces expulsions, et depuis longtemps déjà, remarquent que plus le passé judiciaire de ces ressortissants algériens est lourd, moins Alger collabore à leur retour en Algérie. Donc, ces acteurs, notamment à la police aux frontières, dans les préfectures, de nous dire, surtout quand il y a des attaches en France, vous savez que la justice administrative souvent relève les attaches en France, et certains nous disent, le gouvernement algérien est pire que la justice administrative française, c'est vous dire. Et alors pourquoi, nous dit-on, et là c'est un haut fonctionnaire de Beauvau qui répond et qui dit « Ce sont des profils qu'Alger rechigne désormais le plus à reprendre à leur sortie de prison, avec le risque sécuritaire que cela implique. » Donc si on résume, le risque sécuritaire lié à ces profils, il est identifié par le président de la République française, son ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le gouvernement algérien. Personne ne pourra nous dire que la menace n'existe pas, que c'est un fantasme créé par des journalistes ou des politiques. Et certains affirment en réponse, d'ailleurs ça a été le cas aussi d'Emmanuel Macron, qui n'a jamais peur du en même temps décidément, qui nous dit certaines expulsions aboutissent. Il nous disait qu'il était plutôt content du nombre de laissez-passer consulaires accordés par l'Algérie. C'est vrai, on en a 6 par jour en moyenne, 6 ressortissants algériens par jour en moyenne qui repartent en Algérie en 2024, c'est-à-dire à peine 10% des Algériens expulsables. Alors 6 par jour, on va nous dire c'est pas rien, d'accord, mais c'est peu par rapport aux profils qui sont jugés expulsables par la France. Et de quel profil parlons-nous surtout? Depuis Gérald Darmanin, on le sait, ce sont les profils les plus dangereux, notamment à leur sortie de prison, qui sont placés en centre de rétention administrative. En 2023, c'était un gros millier d'Algériens. 23% seulement ont été éloignés sur des profils qui déjà avaient été triés. Or, aujourd'hui, en France métropolitaine, on a 1800 places en centre de rétention administrative. Il y a 43% de ces places qui sont occupées par des ressortissants algériens. C'était 33% l'année précédente. Pourquoi ? Parce qu'Alger refuse de les reprendre. Donc vous pouvez relancer cette période de rétention, mais tous seront libres à la fin de la période de rétention si Alger ne répond pas. Or, 2 choses sont extrêmement claires dans ce dossier et à force de laisser passer les semaines. 1, Alger ne veut pas des plus dangereux. 2, elle a étendu son refus puisqu'elle a bien compris que le ressort OQTF était évidemment identifié comme très sensible en politique intérieure française. Donc si la réaction du gouvernement algérien se fait en fonction de la réception dans la politique intérieure française, peut-être en effet qu'on pourrait parler aussi du mot ingérence. Normalement, 100% des OQTF devraient être exécutés. Ah oui. Mais bon, où en sommes-nous, Charlotte Dornelas, après le désaveu très clair donc, du président de la République qui refuse toute négociation unilatérale sur les fameux accords énoncés par tous? Bah oui, François Bayrou avait annoncé un bras de fer potentiel. Enfin, il n'avait pas donné le mot, mais il avait mis en place un bras de fer potentiel avec l'Algérie. Finalement, le bras de fer se fait entre le gouvernement et le président de la République en France. Bon, 3 pas en avant, 8 pas en arrière. Et la question demeure, sur la question de la sécurité physique des Français, encore une fois, et Mulhouse vient de nous le prouver à moitié,
Et deuxièmement, sur la seule question migratoire, parce qu'il y a eu une confusion dans la période. On a l'Algérie et la France qui ont des relations diplomatiques tendues, on l'a bien compris, sur la question du Sahara occidental notamment, mais sur beaucoup d'autres questions et depuis très longtemps. L'Algérie répond sur le terrain des personnes en situation irrégulière qu'elle ne veut pas reprendre, et le gouvernement français répond, si vous ne les reprenez pas, on remettra en cause l'accord de 68. Mais l'accord de 68, outre le fait qu'en effet on doit reprendre ses ressortissants, l'accord de 68, il gère le séjour et les droits qui sont accordés aux Algériens en France. Donc la question migratoire, au-delà de la question des personnes expulsées, au-delà de la question de la menace terroriste, Dieu merci, la question migratoire dépasse la question de la menace même de troubles à l'ordre public et la menace migratoire. Or, on a plusieurs conseillers de Beauvau, du ministère de l'Intérieur, qui ont rédigé un rapport sur cet accord de 68 avec la Direction générale des étrangers en France, la Direction des affaires européennes et internationales et la représentation permanente de la France auprès de l'UE. Ils ont rédigé ce rapport la semaine dernière. Ils concluent ce rapport à la nécessité de remettre en cause l'accord de 68. Pourquoi ? Je les cite, « C'est devenu un instrument exorbitant du droit commun qui contribue à déréguler les voies d'établissement sur notre sol. » Donc, ça n'est pas simplement un jeu entre Alger et Paris sur la question des ressortissants dangereux qui doivent être pris par Alger, c'est la question migratoire en entier qui est prise. On apprend dans ce rapport, en plus des facilités qu'on a beaucoup développées, que par exemple, les enfants recueillis, je cite encore, par kafala, non plus, c'est une sorte de tutelle sans adoption qui est permise dans le droit musulman. Donc les enfants recueillis par kafala en Algérie sont accessibles à la nationalité française en raison de l'accord de 68 dans le cadre du regroupement familial, par exemple. Bon. Sur la question de la viabilité, vous savez, sur l'immigration professionnelle, on vous dit qu'il n'y a pas nécessaire. Et là, le rapport conclut, il est donc particulièrement aisé de rentrer sur le sol français pour un tout autre moyen, puis de s'y maintenir au titre d'une activité professionnelle. Bref, ils finissent par nous expliquer que ce certificat de résidence algérien rend impossible la quasi-impossibilité d'exercer une police du séjour. Le seul moyen, c'est l'expulsion, avec la réponse d'Alger, telle qu'on la connaît depuis des semaines. Je crois que l'heure est grave aussi de ce côté-là de nos frontières, mais Emmanuel Macron refuse de s'y intéresser.